tous, bienvenue à Deux Fiscalistes, un podcast. Tout d'abord, je me présente, Gérard Taillus-Trudel, CPA, fiscaliste et animateur ou l'un des animateurs de Deux Fiscalistes, un podcast. Comme vous pouvez vous en douter, l'un des objectifs de Réginald et moi lorsqu'on a parti le podcast ou le projet du podcast, c'était de diffuser de l'information fiscale, financière et toute autre information qui pourrait être utile aux entrepreneurs au plus faible coût possible. Donc, dans ce contexte-là, on dépend beaucoup des commandites. C'est pourquoi aujourd'hui, on est très heureux de remercier Odotrac qui commandite le podcast aujourd'hui. Odotrac, c'est quoi? Odotrac, c'est un système complet. Premièrement, ça vous permet de créer un logbook en ligne très facilement et efficacement. Dans un deuxième temps, leur équipe va vous accompagner pour optimiser vos prises de décision pour tout ce qui entoure vos véhicules. Par exemple, si vous voulez prendre la décision d'acheter ou louer un véhicule, l'équipe ou les systèmes d'Odotrac vont pouvoir vous aider et vous supporter dans cette prise de décision-là. Si vous avez une flotte de véhicules et vous voulez optimiser un peu les déplacements, même chose. Mais encore plus, si jamais vous avez des vérifications fiscales, leur équipe ou l'équipe d'Odotrac peut vous aider et vous supporter dans ce genre de contexte-là. Donc, on remercie Odotrac d'avoir commandité l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue à Deux Fiscalistes, un podcast. Je me présente, Professeur Reggie, avec nul autre que Jerry. On continue dans notre sujet d'aujourd'hui. On continue dans notre sujet, en fait, les automobiles. On est dans la saison des impôts, sujet qui revient constamment. Lors du dernier podcast, on avait discuté d'une automobile l'automobile qui appartient à l'employé, qui est utilisé dans le cadre de ses fonctions. Donc, qu'est-ce qui était un déplacement à faire versus personnel? Quelles étaient les dépenses qui étaient admissibles? Comment fonctionnait le traitement d'une allocation? Aujourd'hui, on change de côté. On s'en va voir l'employeur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un employeur met une automobile disponible à son employé? Ouais. Confortable avec le sujet, Jerry? Oui. Je sais que tu en es un expert. Donc, il y a plusieurs éléments lorsqu'un employeur met l'automobile disponible à l'employé. Il y a les conséquences pour l'employeur, conséquences pour l'employé. Allons-y en étapes. Conséquences pour l'employeur. Jerry, qu'est-ce qui se passe quand un employeur met une automobile disponible pour un employé? Premier élément pour l'employeur essentiel, c'est quoi les déductions qu'il va avoir droit liées au véhicule qu'il met à la disposition pour l'employé. Deuxième élément, puis ça va toucher plus au prochain, c'est quoi l'avantage pour l'employé, T4 et tout. On va y aller en étapes. C'est quoi les déductions qui sont disponibles pour l'employeur? C'est-à-dire, dans le calcul de son revenu, c'est quoi les dépenses qu'il va pouvoir prendre, en bon français. C'est bon. On respecte la loi 96 et 101 ici. Prime à bord, puis on va aller dans les dépenses simples. Essence, assurance, entretien et réparation du véhicule, stationnement, quand c'est pour fin d'affaires. Tous ces éléments-là sont des dépenses déductibles. Pas besoin de trop y penser. J'ai pas de question de pourcentage. C'est vraiment, J'achète le véhicule, j'encours des dépenses pour faire vivre ou faire fonctionner le véhicule. Toutes ces dépenses-là sont déductibles pour l'employeur. OK, 100%. Oui, 100%. OK, intéressant. Puis, même chose quand j'achète un véhicule puis je le loue, dans le fond, je déduis 100% aussi de toutes ces dépenses-là ou... Pour les dépenses que je viens de nommer, qui sont normalement des frais de fonctionnement, oui, 100%. La location ou l'achat, ce qui va changer, c'est le coût du véhicule en location. Ça devient ta dépense de location. Mais les limites de déduction de la dépense de location vont être limitées quand tu le loues. Puis quand tu achètes un véhicule, mais la dépense ou le montant du coût que tu vas pouvoir déduire dans ta déclaration d'impôt des futures années, dans tes revenus des futures années, est limité. Dans le cas d'un achat, c'est limité à quoi? Si ta voiture vaut plus que 38 000 Vaut plus ou t'a coûté plus? T'a coûté plus. OK. Merci. T'a coûté plus que 38 000 en 2025. Tout l'excédent, puis on va oublier les impacts en TPS TVQ puis les remboursements de CTRTI. On va les mettre de côté aujourd'hui. On va garder ça simple. Gardons ça simple, on va laisser ça à Juan, ces trucs-là. Tout ce qui est plus que 38 000 aucune déduction permise. Ça rentre dans une catégorie d'amortissement, le véhicule que tu viens d'acheter, que la société vient d'acheter. Puis, elle peut prendre une décision d'amortissement sur le 38 000 en question. OK. Fait que quand j'achète un véhicule, le maximum que je peux amortir, qui va représenter ma dépense fiscale que je peux prendre annuellement, c'est 30% dégressif, donc sur mon solde, basé sur le coût d'origine. Le coût que j'ai acheté, dans le fond, là, est maximum 38 000. Exact. Fait que si mon automobile a coûté plus que 38 000 je peux juste prendre une dépense de 30% sur 38 000. Fait que qu'est-ce qui se passe ici? Fait que là, t'es en train de me dire que si j'achète une McLaren ou une Ferrari ou n'importe quelle auto de luxe,
je suis limité à 38 000 si j'achète? Que je peux amortir? Tu as le droit de l'acheter. Oui, évidemment. La société a le droit de l'acheter. Le montant qui peut être passé à la dépense sur le coût du véhicule, 38 000 Je vais le louer de bord. Oh. Fait qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je le loue. Est-ce que j'ai encore? Est-ce que là, je vois pas comment est-ce que tu peux me dire j'ai pas de coût d'acquisition? Fait que mon coût d'acquisition c'est 0, puis je le loue, puis je viens de régler le problème. Écoute. Tu veux être fancy, la loi de l'impôt est un peu plus fancy dans ce cas-là. Le montant maximum que tu peux déduire pour un frais de location, c'est quoi? C'est, en 2025, 1 100 $ par mois. OK. OK, fait que je suis limité dans mon frais de location. Ben OK. Ben d'abord, ce que je vais faire, je vais louer le véhicule, mais je vais faire un gros cash down au début. Fait que comme ça va réduire mes paiements inférieurs à 1 000 $ par mois. Ben, à 1 100 $ par mois. Dans ton exemple, ton cash down n'est pas remboursé à la fin? Non, mon cash down, non, non. Tu prends le montant du cash down, tu le divises par le nombre de mois, ça devient ton frais de location mensuel. Sujet à la même limite. OK, d'abord? OK. D'abord, est-ce que pour sauver ça... Fait que je comprends que quand j'achète, quand je loue, j'ai des limites. Avant que je suggère d'autres planifications qui ne fonctionnent pas. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres limites auxquelles je devrais être au courant? Oui. Parce que, OK, j'en ai un... Check bien ça. Je vais acheter le véhicule. Je vais m'arranger avec le concessionnaire pour qu'il me baisse le prix, mais qu'il me charge un intérêt plus élevé sur le financement. Fait que je vais dire, écoute, là, au lieu de me vendre l'auto X, vends-moi l'auto moins cher, mais augmente le taux d'intérêt. Mais moi, genre 40% de ton intérêt. Je vais m'arranger que ce soit pas quand même usuraire, mais tu sais, on va s'arranger pour que, écoute, elle connaît bien, c'est mon chum, là, on va faire ça. Le montant de ta dépense d'intérêt mensuel que tu peux déduire maximum, 350 $. Bon, fait que finalement, c'est par mois, par mois, oui. Par mois, évidemment. J'espère que par année, 350 $, je vais te rajouter un autre élément qui est encore plus embêtant quand tu loues. Le maxi, tu sais, le 1 100 $ par mois que tu peux déduire, si le prix suggéré par le fabricant, c'est des mots super importants, de la voiture que tu achètes, est plus ou moins que 50 000 $, tu commences à réduire le maximum. Le 1 100 $ que je t'ai dit, il est réduit tout dépendamment du prix du véhicule. Fait que si tu achètes un véhicule très cher, ça se peut qu'il tombe à zéro. Et si je loue un véhicule très cher... Si tu loues un véhicule qui a une grosse valeur, là, puis quand je dis qu'il est très cher, c'est que la valeur d'origine était très élevée. Le montant que tu peux déduire par mois du frais de location est diminué. Et si j'achète le véhicule, est-ce que mon montant de 38 000 est aussi réduit si le véhicule... Okay. Il est fixe. 38 000 $, il est fixe. OK, donc je comprends que finalement, j'ai mes frais de fonctionnement, que ça, j'ai pas de limite, c'est en fonction. Fait que si j'achète une auto qui coûte extrêmement cher en gaz ou peu importe, ou en immatriculation, je peux déduire tout au complet si c'est un employé, parce que je pense qu'il y a des petits nuances si c'est un actionnaire. Et si, par contre, je vais être limité sur l'amortissement que je peux prendre sur le véhicule, sur les frais d'intérêt, je le finance, et sur la location, je décide de louer. Exact. Ça, on parle toujours aussi de véhicules neufs. Est-ce qu'il y a une différence si c'est des véhicules usagés? Pour les véhicules usagés, en fait, quand tu achètes un véhicule usagé, j'ai pas d'enjeu pour le prix d'acquisition. Je suis toujours limité à 38 000 $. Donc, c'est pas parce qu'il est usagé que la limite est pareille. Pour ce qui est de la location, je t'ai dit tantôt que le prix suggéré par le fabricant va faire en sorte de diminuer le montant maximum de location. Mais le prix suggéré par le fabricant, c'est le prix on va dire de la compagnie qui l'a fabriqué. Là. Mais fait que c'est même s'il est usagé, au moment où tu commences le contrat de location, c'était quoi le prix d'origine du véhicule? Oui, ben là, je ne sais pas, là. Comment ça se retrace. Le reseller, comment il va trouver ça? Ça se retrace. Les prix suggérés, c'est disponible sur Internet. Là. Pour ce que ça vaut, je veux dire, il y a des options, il peut y avoir des négociations, il peut y avoir eu plusieurs éléments là, qui rentrent là-dedans. Là. Non, bon, il commence à être réduit quand le prix du véhicule est en haut de 50 000 $. Fait que là, on parle pas. On parle pas nécessairement d'une Honda Civic, qui normalement devrait pas coûter plus cher que ça, mais c'est ancien, on ne sait plus. Tu sais, on parle de quand c'est évident que la voiture valait plus que 50 000 $, pense à n'importe quelle des voitures que tu avais nommées tantôt, les McLaren, les Porsche, les Ferrari. Mais voilà, je pense que c'est assez évident que le montant est limité. OK, mais là, Jay, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma tête parce que quand je pense à tout le monde qui ont des flottes automobiles, les camionneurs, les transporteurs, le monde qui ont des pick-up, je peux pas croire que tous ces véhicules-là sont limités
à un coût d'acquisition de 38 000 ou à un... En fait, pas qu'ils sont limités, on peut les acheter si ça vaut plus, mais que mon avantage fiscal, ma dépense fiscale va être limitée sur un coût de 38 000 ou un frais de location de 1 100 $. Makes no sense, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce que tu me dis, là. Mais je t'en parle souvent, la loi de l'impôt est comme ça. Il faut juste que tu fasses avec, mais non. Elle était pas comme ça en ce moment. Ouais. Il y a 2 livres en ce moment. Fait que comme je te le disais, la loi de l'impôt est faite comme ça, tu dois juste vivre avec. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a quand même du sens par rapport à ces articles-là. Puis comment est-ce que la loi de l'impôt est bâtie? C'est, ultimement, ils sont venus définir c'est quoi une automobile. Parce qu'il faut comprendre que les limites que je viens de vous mentionner sont liées principalement avec une automobile. Fait que si tu tombes pas dans une automobile, à ce moment-là, les limites pas applicables. Ça devient les autres limites de la loi qui s'appliquent normales. Fait que c'est quoi une automobile pour les fins de la loi? C'est prévu à l'article 248.1. C'est défini une automobile. Puis principalement, la limite que je pense qui va intéresser la plupart des auditeurs, c'est tout ce qui est les pick-up ou les camionnettes. Normalement, si la camionnette... OK, j'aurais dû faire qu'est-ce qu'une automobile générale? Voiture de tourisme utilisée pour de 1 à 9 passagers utilisée pour la route, pour faire l'autoroute, quoi que ce soit, normalement, c'est une automobile. Il y a une catégorie distincte, les pick-up. Un pick-up, lui, n'est pas considéré comme une automobile si. Ça commence comme ça. Donc, c'est pas une automobile si. On va faire une petite lecture. Ça on va faire une lecture tantôt. Ton pick-up, il y a 3 places dedans. Parfait. Si tu l'utilises à plus que 50% pour fin d'affaires, c'est pas une automobile. T'es pas sujet aux mêmes limites. Tu pourrais mettre un coût de 100 000 $ dans ta compagnie, puis dans la société, puis ça marcherait comme déduction pour l'amortissement. Si par contre, ton pick-up, il y a 5 places. Tu as le gros pick-up. Tu as le gros pick-up 5 places, il faut que le pourcentage d'utilisation de ton véhicule pour fin d'affaires soit en haut de 90% pour qu'il soit considéré comme n'étant pas une automobile. Puis à ce moment-là, tu pourras mettre le coût au complet du véhicule puis le déduire au fil du temps. Là. Je trouve ça intéressant. C'est rare qu'on fait ça, mais on va aller voir un peu la définition de automobile. Qu'est-ce qu'a dit la loi exactement? Donc, on dit un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum 9 places assises, ce que tu parlais tantôt, 1 à 9, y compris celle du conducteur, à l'exclusion des véhicules suivants. Les ambulances, les véhicules d'intervention d'urgence clairement identifiés, police, ambulancier, pompier. Pourquoi j'ai eu un blocage? C'est que je me suis dit, les autos de police fantômes ne sont pas clairement identifiés. Bon point. Mais je pense pas qu'ils ont le droit de les ramener à la maison. Non, mais je pense que ça serait considéré comme des automobiles, fait que ce serait quand même limité. En tout cas, bref, je me demandais juste qu'est-ce qui se passait avec eux autres. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Véhicule à moteur principalement conçu pour servir de taxi, autobus, utilisé dans une entreprise consistant à transporter des passagers, fourgon funéraire, ce n'est pas considéré comme des automobiles. Les véhicules de secours médical d'urgence, je comprends. Également, les véhicules à moteur suivants, les véhicules de type fourgonnette ou camionnette ou de type analogue, pick-up, comptant au maximum 3 places, y compris celles du conducteur, et qui ont été utilisées principalement pour louer, qui sont achetés ou loués, puis utilisés principalement pour le transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu. Fait que ça revient à ce que tu disais, les pick-up de maximum 3 places. Fait que comme tu disais, les pick-up d'au plus 3 places, utilisés principalement, donc plus de 50% pour gagner un revenu. Et les véhicules de type camionnette qui sont utilisés au cours de l'année, qui sont acquis ou loués pour le transport de marchandises, qui sont utilisés au cours de l'année en totalité ou quasi-totalité, principalement pour le transport de marchandises, de passagers en vue de gagner un revenu. Fait que, effectivement, t'as raison. Fait que si jamais ta camionnette, ta fourgonnette ou ton pick-up a maximum 3 places, faut qu'il soit utilisé à plus de 50% pour affaires pour qu'elle ne soit pas considérée comme une automobile et que tu ne sois pas sujet aux limites. Et si ta camionnette, ta fourgonnette, ton pick-up, de type tout autre véhicule de type analogue, a plus que 3 places, il doit être utilisé plus de 90% pour fin d'affaires pour qu'il ne soit pas sujet aux limites. C'est quand même super intéressant ça parce que c'est quelque chose qu'on voit couramment. Surtout dans le domaine de la construction, puis là, à savoir, mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai mon pick-up, etc. Les personnes, souvent, vont dire, tu sais, c'est pas un véhicule, etc. Faites attention,
D'où l'importance du registre, parce qu'utiliser à plus de 50% à faire, plus de 90% à faire, c'est au contribuable de le prouver. Et sans registre, bonne chance. Dur à prouver. Très, 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 très dur. Surtout pour le 90%, parce que c'est énorme comme Ah, pourcentage. le 90%, c'est quasiment sûr que t'es checké. Ouais. Fait que... Puis tu sais, ces critères-là, le 90 ou 50%, sont pas applicables au véhicule normal. Fait que, disons que t'as une voiture normale, t'as Toyota Camry normale, c'est plus que 90% pour faire l'affaire, malgré tout, c'est une automobile. Les limites sont applicables. C'est vrai, c'est vrai. Fait que quelqu'un qui est, à moins d'être un taxi ou un enfant de même, mais oui, un véhicule qui n'est pas un fourgonnette, camionnette ou un type analogue. Exact. Ou, bon, bref. Sociétés qui font de la location automobile, ces limites-là, normalement, sont pas applicables, ce genre d'éléments-là. C'est vrai, parce qu'il y avait une autre exception que j'ai pas mentionné, mais quand un concessionnaire auto, etc., ça peut être... Question quiz pour toi. Je suis prêt. Pick-up, 5 places. On va aussi dire le terme pick-up au cas où que nos auditeurs se retrouvent dans certaines régions pour qu'ils se sentent également touchés. Pick-up. Je suis pas capable de le dire. Pick-up, 5 places. Tu te dis, écoute, j'en passe une vite à la RC, je vais défaire les bancs en arrière, je vais les enlever, puis je vais maintenant, je l'utilise à plus que 50%. Il y a 3 places. Les limites sont plus applicables. Donc, j'ai une camionnette qui a 5 places. J'enlève 2-3 places en arrière pour... parce que pendant que je travaille, j'ai besoin de l'espace. Ouais. Et je l'utilise dans le cadre... Est-ce que j'utilise vraiment dans le cadre de mon emploi, cet espace-là? Oui, ben, tu utilises vraiment dans le cadre de ton emploi. L'espace en arrière, est-ce que tu utilises vraiment dans le cadre de ton emploi? Ouais, mais t'as 3 places, c'est ça qui est important. OK. Fait que ta question, c'est est-ce que je me qualifie? Ouais. J'aurais tendance à dire que non. Okay. Parce que ça reste que t'as accès à 5 places ou 6 places ou à plus de 3 places. Fait que étant donné que t'as accès... J'ai plus accès, je les ai retiré les bancs, là, c'est fini. Ben là, t'es juste plié, t'es rentré en dessous, là. C'est pas comme si... Non, j'ai dévissé les bancs, je les ai mis dans mon garage, là, fini. Ben, t'es dévissé, tu peux les remettre quand tu veux. Ouais, t'as fait raison. que j'aurais de la misère, tu sais. On peut gosser longtemps, mais je veux dire, je pense pas que... Personnellement, je ne crois pas que ça passe. T'as raison. Pour que ça passe, il faut que les modifications soient permanentes. J'ai pas vraiment d'exemple d'une modification permanente. La seule qui m'est venue en tête, puis je l'ai jamais vue. Tu soudes. Tu les enlèves, puis tu soudes, puis t'es sûr. Tu détruis les bancs. Ah, tu détruis, c'est fini. Puis même si tu pourrais racheter. Fait que je sais pas, là, tu soudes une plaque, là, c'est impossible. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, disons un véhicule où est-ce que techniquement, les bandes en arrière, tu le remplaces par une section où est-ce que tu peux faire du rangement parce que tu veux pas les mettre dans ton lit qui est exposé aux éléments. Fait que tu sais, ce genre de modification-là, on pourrait commencer à y parler. Mais c'est qu'en arrière, en anglais, ça s'appelle it's a bed. Écoute, j'ai rarement vu des pick-up que t'as un lit en arrière. En plus d'avoir un espace de rangement, toi, t'as des méchants pick-up par chez vous. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en arrière, là, c'est ouvert. Toi, tu parles il y a de la pluie qui rentre. Roues, etc., non, il y a de la pluie qui rentre. Je parle pas de ceux qui sont 5 places. Think about a pick-up. Pense au pick-up. En arrière, c'est pas couvert. La boîte, it's a bed! Hey! Oui, mais tu peux même pas t'asseoir dans la boîte, là. C'est illégal. Je sais que c'est le fun. Je sais pas que je l'ai jamais fait. Mais tu peux pas t'asseoir dans la boîte, là. On s'en fout, là, de la boîte, là. OK. Bref, tu veux pas mettre tes outils là. T'as modifié ta section de tes 3 bancs en arrière. T'sais, on pourrait penser à ce genre d'exemple-là. Je l'ai jamais vu en pratique. Mais là, on pourrait peut-être avoir des arguments. Peut-être. Je dis que c'est supposé être toi qui connais les chars, hein. Fait que j'aimerais ça que tu sois un peu plus précis dans tes descriptions. Je suis sur ça, je vais me le mettre à moi-même. Là, c'est pas super fort. Ces termes-là, je les connais plus en anglais qu'en français. Là, OK. Fait que dans le fond, pour les employeurs, fait que si on le récapitule, on fait le chemin depuis le début. Oui. Quand l'employeur, dans le fond, il peut acheter ou louer. Oui. Faire attention quand tu achètes ou tu loues, tu as des limites qui peuvent s'appliquer sur les intérêts, l'amortissement sur le coût et sur la location. Ouais. Peu importe que tu essaies de faire des petits acomptes ou de faire des petites micmacs, ça fonctionne pas. Par ailleurs, les autres dépenses de fonctionnement, généralement, sont déductibles à 100%. Mais tantôt, tu as dit généralement. Pourquoi tu as dit généralement? Y a-tu quelque chose? Y a-tu des exceptions? Qu'est-ce qui se passe? L'exception est un peu plus compliquée parce qu'il faut penser à... Je vais devoir faire une mise en contexte pour te répondre. Vas-y. Une société a les actionnaires. Effectivement, j'espère. Ouais. C'est un must. Si tu achètes un véhicule puis qui est mis à la disposition à quelqu'un, à l'actionnaire, en sa qualité d'actionnaire et non d'employé, à ce moment-là, toutes les dépenses qui ont été encourues par l'entreprise, mais pas pour gagner du revenu, là,
pour bénéficier de l'actionnaire ne sont pas des dépenses déductibles. Fait que si l'automobile elle est mise à la disposition de l'employé, de l'actionnaire plutôt que de l'employé, à ce moment-là, les dépenses ne seront pas déductibles pour la société. Les dépenses pour la partie personnelle. La portion personnelle. Ouais, c'est super précis. OK. Fait que si je comprends bien, si l'employeur met un automobile disponible à son employé, qui l'utilise pour affaires et personnel, la portion personnelle est déductible pareil. L'employeur peut déduire 100%. Ouais. Mais s'il met un automobile ou même un véhicule, peu importe, ça peut pas obligé d'être un automobile, disponible pour son actionnaire, dans ce cas-là, la portion personnelle, elle n'est pas déductible pour la société. Exact. OK. Là, la question qu'on se pose ou qu'on doit poser, c'est OK, mais est-ce que le véhicule est disponible à l'actionnaire en sa qualité d'employé? C'est ça que je me demandais. Si tu as un actionnaire qui est également employé, comment tu fais pour jongler avec ça? De prime abord, un actionnaire qui est également employé, il y a moins de questions qui se posent. Il y en a une, mais est-ce que les autres employés auraient eu accès au même type de véhicule ou auraient eu accès également à des véhicules? Puis si la réponse c'est oui, si c'est raisonnable, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tous mes employés ont droit à des Sunfire. C'est quoi, c'était Sunfire ou Sunburn 1995? Pontiac Sunfire. C'est ça, on a droit à des Pontiac Sunfire 95. Moi, j'ai le droit à. C'est quoi les affaires Toyota, Dakota? Tu veux un Sequoia ou un Tacoma? C'est ça, Sequoia. C'est quoi, j'ai dit Dakota? J'ai dit un Dakota, Dakota, je sais pas, mais un gros Sequoia à 100 000 $. C'est ça, j'ai le Sequoia 2025, puis eux autres, ils ont le Sunfire 95. C'est peut-être pas vraiment en tant qu'actionnaire, disons, là, si tu fais ce genre d'éléments-là. Puis tu sais. Ouais, mais les employés, ils font pas attention au char. Je vais pas leur donner un beau char. Je suis désolé, tu l'as eu en ta qualité plutôt qu'actionnaire qu'employé. Je comprends. OK, fait faut que j'aille, dans le fond, en tant qu'actionnaire. C'est une question de fait, là. Je tiens à le préciser. Là. On donne un exemple qui est un peu caricatural, mais c'est une question de fait. J'ai déjà eu un client dans une ancienne vie qui m'a dit moi, mes employés, je leur donne tous des vieux chars, ils font pas attention, ils démolissent, fait que je leur donne rien qui vaut de l'argent. Je laisse. C'était peut-être pas la Sunfire 95, là, mais c'était. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend. Si ton employé, tu pourrais dire oui, mais en fonction du poste, le type de véhicule qui est fourni peut être différent en fonction des besoins. Il faut toujours regarder les faits. C'est ça que je voulais quand même préciser. C'est parce que tu peux pas. La distinction doit quand même se faire. Il doit quand même avoir une réflexion un peu plus poussée que juste ce critère-là. Tous les autres employés ont quoi? Je comprends. Intéressant. Est-ce qu'il y aurait d'autres conséquences pour l'employeur que tu aimerais, avant qu'on passe à l'employé, dont tu aimerais nous faire part? Je réfléchissais, j'étais comme non, pour l'employeur, c'est pas mal, ça fait pas mal le tour. Il y a des conséquences en DPS vécu, comme je l'ai dit au départ, on les couvre pas ici dans le podcast. Vous devez le savoir, par contre, c'est des questions importantes, fait que pensez-y quand vous êtes dans ces situations-là. Si on va maintenant du côté de l'employé, comment ça fonctionne, le calcul de l'avantage imposable? Le motto que je répète souvent pour la loi de l'impôt, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, s'applique probablement ici. Personnellement. Donc, pour l'employé, l'avantage qu'il faut calculer est séparé en deux types d'avantages. Déjà. Si l'employé a accès au véhicule, en dehors de ses heures de travail normales, ou donc il ramène le soir, par exemple, à la maison, mais il faut calculer un avantage pour le droit d'usage du véhicule. OK. Cet avantage-là est calculé dans le cas d'un véhicule acheté 2% fois le coût du véhicule original pour la compagnie. Par mois. Fois le nombre de mois. 24% par année. Du coût pour la société. Ouais. Mais il est limité à 38 000, fait que je suis correct? Non. Il n'y a pas de limite qui est applicable pour ce bord-là. La limite, c'est pour les catégories d'amortissement seulement. Fait que si je récapitule, un employeur achète un véhicule, il va pouvoir l'amortir sur un maximum de 38 000 ou moins s'il l'a payé moins. Ouais. Mais l'avantage imposable à l'employé, donc l'employé qui va devoir payer l'impôt là-dessus, lui, il n'y a pas de limite. Fait que si l'auto elle a coûté 75 000, ça va être 24% de 75 000. Le revenu qui est ajouté, exactement. Si il l'a eu toute l'année, là, on va y arriver. Faisons des chiffres simples. 100 000 100 000 24% de 100 000 par année. C'est pas dégressif. Ouais, s'il est détenu pendant 10 ans, le véhicule, c'est 24 000 par année. Ouais. S'il l'a utilisé toute l'année, et 2% fois le coût d'origine. Puis, bon, là, OK, c'est l'avantage imposable peut dépasser le coût total du véhicule sur le temps, sur une longue période de temps. Là, je dis peu parce qu'il y a une réduction possible. OK. Le 24%,
en fait, il est réduit. Si le véhicule, il y a 2 conditions pour que la réduction s'applique. Il faut que le nombre de kilomètres parcourus pour fin personnelle soit, je vais dire 20 000 kilomètres, mais il y a un peu de nuance. C'est moins de 20 000, si le véhicule est utilisé pour moins de 20 000 kilomètres pour des fins personnelles, parfait, critère 1. Critère 2, s'il est utilisé plus que 50% pour fin d'affaires, à ce moment-là, je peux avoir droit à une réduction de l'avantage en fonction d'une formule. Fait que c'est super important de comprendre c'est quoi un déplacement à faire versus personnel, ce qu'on a parlé en long et en large dans le premier podcast. Là. Oui, mais ce que tu parlais en long et en large, c'est des notions qui s'appliquent encore une fois ici. Il faut garder un registre, il faut y penser, il faut le savoir. Puis... Ah, c'est un bon vieux registre. Ouais. OK, fait que je comprends que si le véhicule est acheté par l'employeur, j'ai 24% fois le coût d'origine si j'ai le véhicule toute l'année. Puis ça peut être réduit selon 2 conditions. Si c'est plus de 50% pour affaires et si j'ai moins de 20 000 km perso. Exact. Et si l'auto est louée par l'employeur? Une autre formule. 2 tiers. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est là, est-ce que tes formules, là, j'ai besoin de mes maths 536 ou je peux m'en sortir avec ma C'est des multiplications, fait. Je pense que c'est secondaire 1. Okay, c'est bon. Même avant. Je devrais m'en sortir. Non, mais c'est parce que là, 2% fois le nombre de mois, fois le coût d'origine, variable Y divisé par X, mais celle-là est plus compliquée parce qu'il y a des ratios qui rentrent, mais on va pas 10,85e, quelque chose du genre, là, on va pas en parler. Là. Honnêtement, ça vaut pas la peine. Celle-là est un peu plus simple, c'est 2 tiers multiplié par les frais de location engagés par l'employeur. Et encore là, je présume que tu vas me dire que les limites ne s'appliquent pas. Fait que ça me coûte 3 000 $ de location par mois, c'est 2 tiers fois 3 000. Tout à fait. T'as compris. Quand c'est un avantage, puis ça ajoute des revenus, puis que ça fait en sorte de payer plus d'impôts. Il n'y a pas de limite. Non. OK. Fait que 2 tiers fois les frais de location. Exact. Et encore là, j'imagine que si j'ai fait un gros cash down, on vient le niveler encore une fois pour être sûr que le monde n'essaie pas de manigancer. Oui. OK. Est-ce que là, au moins, j'ai encore le droit à une petite réduction si moins de 20 000 km et plus de 50%? Exactement, il y a une réduction qui est similaire. Moins de 20 000 km perso et plus de 50% à faire, j'ai le droit à une réduction. C'est là où la réduction est un peu plus complexe à calculer, puis je vais t'épargner les nuances. C'est correct. Moi, j'ai déjà mal à la tête. OK. Fait que ça, c'est le droit d'usage. Et là, ce qui est important, dans le fond, de mentionner, c'est que ça, c'est un droit d'usage. Ça veut pas dire que tu as usé de l'auto. Fait que d'où l'importance quand tu disais quand l'automobile, elle est disponible. Et là, je dis automobile, mais c'est tout véhicule. Même chose si c'est un 18 roues, même chose, et peu importe. Mais en fait, c'est un 18 roues et tout, c'est pas des automobiles, au sens de la loi. Fait que le droit, ça se peut qu'il s'applique parce qu'il faut calculer un avantage pour avoir le droit d'utiliser n'importe quel autre véhicule. Il faut calculer un avantage. Normalement, quand c'est on va dire un pick-up ou quoi que ce soit, l'ARC accepte d'utiliser les mêmes concepts. OK. Si le véhicule est très différent à ce moment-là, il faut se demander c'est quoi la juste valeur marchande du droit qui est octroyé d'utiliser le véhicule pour l'actionnaire ou peu importe pour l'employé. OK, fait que c'est pas un automobile, je suis pas nécessairement obligé de suivre ces formules-là. Exact. Mais je dois quand même en calculer un qui est raisonnable. Exact. Puis l'ARC accepte si c'est un véhicule, oui, évidemment, les formules. Là. OK. Fait que je vais regarder le bord automobile. Ouais. Où c'est que je m'en allais avec ça? OK, ça, fait que c'est même si l'automobile, elle est à disposition, mais que je ne l'utilise pas personnellement, techniquement, je dois calculer mon droit d'usage, mais si j'ai 0 km personnel, mon droit d'usage, techniquement, va arriver à 0. Oui, à cause de la formule de réduction dont on parlait tantôt. Et là, d'où vient l'importance de quel est le déplacement, quelle est la nature du déplacement quand je ramène l'auto chez nous? Si c'est considéré comme un déplacement personnel, ça veut dire que c'est sûr que je vais avoir un droit d'usage qui va s'appliquer. Je vais peut-être avoir le droit à la réduction, mais j'en ai peut-être un. Fait que, tu sais, on parlait tantôt dans l'autre podcast de lieu de travail habituel, puis des fois, quand l'employeur oblige l'employé à retourner à la maison avec, parce qu'il peut être sur appel, quoi que ce soit, des fois, il y a des exceptions. C'est extrêmement compliqué, le domaine des automobiles en fiscalité. N'hésitez pas à consulter votre comptable et qu'il fasse sa propre recherche. Je le répète, ce n'est pas des conseils qu'on donne, ce n'est pas... c'est de l'information. C'est de l'information générale. Faites vos propres recherches. Faites vos propres recherches parce qu'on s'entend que vous ne payez pas pour le faire en ce moment. Fait que, faites vos propres recherches et demandez à votre comptable, mais dites-vous que c'est des indications de base, informations de base. Ouais. OK. Ouais. Ça vaut la peine aussi de mieux le comprendre. Fait que c'est bien expliqué. Maintenant, à chaque fois, c'est un cas d'espèce. C'est une question de fait. Je déteste les questions d'automobile. Ouais. C'est long à traiter. C'est long, puis souvent, c'est pour des pacotés. Anyway. Donc, c'est vrai, c'est compliqué. À la fin, je vais dire qu'est-ce que moi, je propose. Que je trouve hyper simple. Qui, dans la plupart du temps, plupart des cas, est optimal selon moi. Okay. On va en parler à la fin. C'est bon.
Fait qu'à part le droit d'usage, tu disais que ça se séparait en deux. Fait que j'ai calculé mon droit d'usage. J'ai un deuxième calcul à faire. Les frais de fonctionnement? OK, parce que le premier, c'est pour avoir accès à l'auto. Ouais. Le deuxième, c'est pour le fonctionnement de l'auto. Oui. Tu l'utilises. Là, ça va en fonction du nombre de kilomètres que tu l'as utilisé. Il y a Au un niveau taux personnel à faire? au niveau personnel. OK. Donc, il y a un taux, 34%, je pense, en 2025. 34 sous. 34 sous. Tu as fait raison. 34% de quoi? Je t'avais dit qu'il y avait de l'algèbre. 34 sous du nombre de kilomètres personnels. OK, fait que lui, encore là, je prends mon registre, je calcule mon nombre de kilomètres personnels fois 34 sous, mon avantage imposable. Ouais. Qui va avoir des DRS à payer que l'employeur va devoir payer Exact. et que moi aussi, je dois payer là-dessus. L'employeur a la ça. responsabilité de l'ajouter sur ton T4. Oui. Relever 1. Collecter les déductions de la source. Toi, en tant qu'employé, tu vas devoir payer les déductions de la source, puis ton employeur aussi va devoir payer la portion employeur. Il y a une réduction aussi qui peut s'appliquer dans ce cas-ci. Pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Mm-hmm. La réduction, si jamais tu utilises le véhicule en question à plus que 50% pour fin d'affaires, à ce moment-là, on revient aux frais de fonctionnement. Tu peux reprendre ton avantage de frais de fonctionnement, le multiplier par 50%, puis ça va te donner ton avantage imposable pour les frais de fonctionnement. Tu reviens au droit d'usage, excuse-moi. Tu reviens à la calcul du droit d'usage. La première qu'on vient de parler, tu fais fois 50%, puis tu as le droit de l'ajouter. OK. Fait que les frais de fonctionnement, calcul de base plutôt simple. 34 sous fois le kilométrage personnel. Ouais. Si c'est plus que 50% à faire, j'ai une autre option. Je peux décider laquelle que je veux. Et l'autre option, c'est de prendre 50% fois le droit d'usage que j'ai calculé précédemment. Exact. Au moins, celui-là, je le comprends. Lui, il est pas pire. Lui, je le comprends. Il est plus simple. Il est plus simple. J'aime ça. Question pour toi? J'aime pas ça. Si tu veux, si tu veux utiliser la deuxième option, parce que tu dis, je veux pas tenir de registre, là. Je veux juste utiliser la deuxième option. Effectivement, mon premier réflexe, c'est de dire, tant mieux, si je suis capable de prouver que c'est plus que 50% à faire, ouais. Je peux juste utiliser le droit d'usage que j'ai pas besoin de mon registre de déplacement. Ouais. Mais en le disant à voix haute, je constate que j'ai quand même besoin d'un registre de déplacement pour prouver que ça a plus que 50% à faire. Ta prémisse, si je suis capable de prouver que c'est plus que 50% à faire. Mais si je le dis, ça suffit. Non. Ma parole. Il faut être capable de le prouver. Oui, mais je suis honnête. Je suis un honnête citoyen. Il faut être capable de le prouver. Ouais. C'est pas juste une question de le dire. Là, il faut être capable de le prouver. Il faut que ça soit raisonnable. Il y a eu certains cas de jurisprudence, je te le dis, qui ont réussi à le prouver sans registre. C'est dur. Est-ce que tu veux vraiment te rendre en cours si tu te fais vérifier? Ça coûte cher à aller en cours. Exactement. Là, mais le principe, on se bat contre la machine. Si tu veux. Contre le système. Si t'as du temps, parce que ça coûte cher, ça coûte du temps, mon ami. Fait que ton chiffre d'affaires risque de réduire parce que tu vas avoir moins de temps pour gérer tes affaires. En plus de ça, tu vas payer des honoraires professionnels pour le défendre. Écoute, c'est ton principe, il vaut des centaines de milliers de dollars, vas-y. Je vais aller en informel, je vais me défendre moi-même. Je vais expliquer ça au juge. C'est quelque chose que tu as mentionné, on en a parlé rapidement, puis c'est tellement quelque chose que les gens ne constatent pas. Tu sais, dans le jargon, les personnes font comme « Ah, je mets ça dans ma société, puis c'est la société qui paye l'automobile. » Ouais. Vous avez, pour la portion personnelle, vous avez un avantage imposable qui est ajouté sur votre T4. Vous ne le voyez peut-être tout simplement pas, parce que votre T4, souvent, le monde a des salaires, je vais dire n'importe quoi, 50, 70 000, ils reçoivent le T4, c'est 78, c'est 80. Il peut avoir des avantages imposables ici et là, ils ne le réalisent pas. Ouais. Mais l'automobile qui est fournie par votre employeur, que vous utilisez personnellement, vous imposez sur l'utilisation que vous en faites et vous devez payer de l'impôt là-dessus. Fait que souvent, des fois, le monde va recevoir leur T4, leur relevé 1, on va dire « Ouais, je comprends pas. Je posais faire 60 000, puis j'ai 72 000 sur mon T4. » D'autres petits avantages qui rentrent. C'est les avantages qui rentrent. Et l'autre chose qu'on voit souvent, c'est souvent les jeunes entrepreneurs moins expérimentés. Je vous dis tout de suite, là, mettre l'auto dans le business, comme ça, je paye à rien, puis je l'utilise, puis etc. Exact, ouais. Vous payez quelque chose, puis là, comme on l'a dit, il n'y a pas de limite. Fait qu'imaginez l'auto de luxe. Vous rentrez l'auto là, à 150 000 $. Ouais, mais on le voit souvent, la BMW. Tu sais, le jeune entrepreneur qui a la BMW, qui a presque pas de dépenses pour fin d'affaires dans sa compagnie, puis qui se dit, moi, je vais la laisser là, je vais l'acheter, puis je vais la garder pendant 7-8 ans. Mais on l'a fait tantôt de la démonstration. Il y aura plus d'avantages imposables qui vont être ajoutés dans ses revenus que s'il avait acheté perso. Oui, et en plus, il va être limité sur ses dépenses. Fait que l'achat dans une société, il faut faire le calcul, voir si ça vaut vraiment la peine. Pour être limité dans ses dépenses, si c'est parce que c'est l'actionnaire. Surtout si c'est l'actionnaire, en fait. Ce que je dirais, surtout si c'est l'actionnaire, mais même pour l'employé, c'est que tu as un certain contrôle sur l'automobile. Ouais. Mais ça reste que
il y a quand même un calcul à faire, savoir ça vaut-tu la peine versus que l'employé utilise son auto, que c'est juste verser une allocation, merci, bonsoir, t'as pas besoin de te faire suer avec toutes les réparations. L'employé risque de faire plus attention à l'auto, elle va durer plus longtemps, etc. Fait que, c'est pas aussi simple, on le voit tellement souvent. Vraiment. Mais moi, j'ai une idée pour que l'auto soit constamment en mode affaires. Logo. Et là, je parle pas de ministre, là. Je parle logo et non logo. C'est ça, logo. Logo, oui. Ouais, logo. Hello, Géo. Qu'est-ce que t'en penses? Si je mets un logo dessus, là, puis... Reprends mon exemple de tantôt, là, que j'avais dit une auto... C'était pas tantôt, c'était dans l'autre podcast. L'autre podcast. Parce qu'on va dire au... On va couper mon tantôt. Pourquoi? Reprenons l'exemple de l'autre podcast. Moi, j'aimais ça que tu te... Oui. Fait que l'autre podcast où t'avais pris la Tesla Fuchsia. Ouais. Et comment t'avais appelé la business? Mascara Diamant. Mascara Diamant, magnifique. Regardez mon mascara, c'est merveilleux. Fait que Mascara Diamant, fait que oui, je mets un logo dessus, là, puis c'est pour l'entreprise, je la fais lettrer, je mets un F. Ouais. Fait que comme ça, là, mon auto, c'est constamment de la publicité. Tu vas à l'épicerie, tu fais la publicité pour ton auto? Définitivement. Tu la laisses dans le stationnement, on va dire, devant chez toi, à l'extérieur, c'est de la publicité. Définitivement. Les gens voient mon entreprise et ils pensent. Fait que si quelqu'un passe dans la rue, puis il a besoin d'un plombier ou il a besoin de mascara, boum, Mascara Diamant. Boum, plomberie GTT. Fait que, ultimement, ton pourcentage pour faire l'affaire, c'est toujours lequel? Tu t'en vas, t'amènes tes enfants à la pratique de soccer le samedi matin. Tous les autres parents voient mon char. Oui. Ça justifie aussi d'avoir une voiture chère tant qu'à faire? Tout à fait. Exactement. J'ai besoin tout à fait. Non, ça dénature pas la nature de ton déplacement. Est-ce que tu t'es rendu... Est-ce que c'est une dépense de nature personnelle? La question que tu vas devoir te poser, c'est est-ce que mon déplacement était fait pour fin d'affaires ou pas? Puis c'est pas... Pour fin d'affaires, c'est pas aller faire de la publicité, là, non. Pour fin d'affaires, c'est est-ce que le trajet que tu as fait était un trajet pour fin d'affaires ou pas? C'est ça qu'il faut regarder. Peu importe si c'est un logo ou pas sur la voiture. OK, fait que c'est toujours l'intention du déplacement. Exact. Et non le type de véhicule et non ce qu'il y a sur l'automobile, comment elle est habillée. Exact. Ou quoi que ce soit. C'est si ton auto est lettrée puis que à cause de ça, tu l'amènes jamais, disons, nulle part, c'est rare, là, la plupart du temps, je ne verrais pas pourquoi ils le feront. Tu le laisses dans ton stationnement puis tu vas changer d'auto, peut-être. Mais sinon, non. Ben, c'est que dans ce cas-là, tous tes déplacements sont pour affaires. C'est pas parce qu'elle est lettrée ou quoi que ce soit, parce que même si ton auto n'était pas lettrée... Mais encore là, si tu la ramènes chez toi à soir puis que chez toi, c'est pas un lieu de travail habituel, c'est pas pour affaire d'affaires. Non, tu vas avoir une portion qui est personnelle. Exact. Tu auras une portion personnelle. OK. Tu m'as fait désenchanter, là, pour les autos détenues par les employeurs. Moi qui pensais que c'était tout le monde. Pourtant, il y a plein de monde qui font ça, qui déduisent 100%, puis qui se font pas pogner. Fait que ça doit être correct. Quand ils se font pogner, on parle moins. Ah, j'adore ce que ça veut dire. Le monde en parle beaucoup, mais quand ils se font pogner... Ben oui, t'es intelligent, t'es à un souper le soir avec la famille ou avec les amis. Hey, moi, là... Tout est dans ma compagnie, je paye rien, mais ils se vendent très, très, très rarement quand la RC est passée puis qu'ils ont cotisé sur les X dernières années parce que... On va laisser la RC tranquille, on va dire Revenu Québec. Un Revenu Québec ou la RC, peu importe. Mais dans ce cas-là, ils ont raison. T'sais, dans ce cas-là, je peux même pas... Pas laisser tranquille. Ils ont fait leur job, la RC, dans ce cas-là. Je suis content avec eux. C'est vrai. Ils ont fait du bon travail. Ben oui. Fait que, effectivement, quand les administrations fiscales passent, on entend beaucoup moins parler. Hein. Vraiment moins. Il y a quelques influenceuses qui parlent beaucoup de leur déboire avec les administrations. Puis ils disent que c'est injuste, mais là... Ah ouais, ça c'est... Oui, hein. Je l'ai des fois, là, je ne savais pas, c'est injuste, tout le monde le fait. Ce n'est pas une excuse. Non. Et aussi, informez-vous, là, c'est compliqué. L'exemple que j'adore utiliser... Moi, j'ai un de mes chums, il se fait jamais pogner par la police. Peu importe ce qu'il se fait jamais pogner. Ouais. Il brûle des stops, il se fait pas pogner. Ouais. Moi, je roule à 110, je me fais arrêter. Fait que ça veut pas dire que parce que vous connaissez quelqu'un qui l'a fait puis qui s'est pas fait pogner, que tout est beau. Et même des fois, ils se font auditer, puis pour une raison, par une chance extrême, ils vérifient pas les frais de déplacement. Par exemple, les administrations fiscales sont venues, je suis clean, ils ont rien dit. Ils l'ont juste pas vu. Puis je vais faire un peu de pouce. Normalement, les frais de déplacement, c'est un des éléments. C'est facile à vérifier pour les vérificateurs. Puis c'est facile à refuser parce que la prémisse de base, ils ont le droit de refuser. Puis c'est à toi de prouver que les frais de déplacement étaient pour fin d'affaires. Fait que c'est quand même facile pour les vérificateurs de dire non, c'était pas pour fin d'affaires, mais non, prouve-moi le contraire. Exact. Puis c'est de bonne guerre, honnêtement. Puis dans un deuxième cas, c'est pas parce disons qu'ils avaient vérifié, ils t'ont vérifié il y a 2-3 ans dans le passé.
puis qui ont, comme tu dis, oublié de regarder les frais de déplacement, ça ne veut pas automatiquement dire que c'était accepté comme méthode. Là, ils pourraient venir dans 2-3 ans puis te la refuser après. Tout à fait. On parlait tantôt des frais de fonctionnement. Tu disais généralement, puis le kit, est-ce qu'il y a certaines particularités pour certains secteurs? Oui, les frais de fonctionnement puis l'avantage. Donc, l'avantage du droit d'usage, donc le droit d'utiliser le véhicule ou des frais de fonctionnement, est diminué ou changé. Le calcul est changé quand c'est les employés qui travaillent dans les vendeurs d'automobiles en général qui sont les conditions. Okay. Donc, les concessionnaires automobiles, c'est l'exemple type dans ce genre de contexte-là, qui est quelqu'un qui est un employé au poste de vente. Donc, pas tous les employés du concessionnaire automobile, mais les vendeurs en question. Leur avantage automobile, s'ils ont accès à des véhicules, parce que souvent, ils ont accès à des véhicules payés par le concessionnaire automobile, mais à ce moment-là, il est calculé. Souvent, ils changent de véhicule dans ce domaine-là. Fait que comment est-ce que tu vas calculer le coût du véhicule qui est mis à la disposition s'il change à chaque soir? Ben, je sais pas. Ça marche pas. Fait que la formule est changée. Puis à ce moment-là, il faut prendre en considération le coût de la flotte. Je vais rester vague. Il faut prendre en considération le coût de la flotte pour l'employeur. Mais par contre, le montant qui est ajouté sur leur T4, c'est pas 2% fois le nombre de mois. Ça va être 1,5% fois le nombre de mois qui va être ajouté. Le droit d'usage aussi est réduit. Le taux du droit d'usage est réduit. Tu me confirmes que ce n'est pas ma clientèle cible. Ce n'était pas ma clientèle cible et je suis heureux de ne pas les avoir eus. C'est compliqué. C'est un art, il y a des spécialistes en la matière. Puis, allez les consulter. Définitivement. Et lorsqu'on calcule l'avantage imposable qu'on met à l'employé, est-ce qu'un employeur a le droit de déduire cet avantage imposable-là? Non. OK. L'avantage imposable qui est rajouté sur le T4 de l'employé, dans le salaire de l'employé, n'est pas une déduction supplémentaire. L'employeur déduit déjà les frais liés au véhicule. On en a parlé tantôt. Ah, à 100%. Les frais de location à 100%. Ouais. Ben, pas les frais de location en fonction des limites, la déduction pour amortissement en fonction des limites, le reste à 100%. Fait que ça change pas. Les frais d'intérêt selon limite. Les frais d'intérêt selon limite. Le reste, ça change pas, là. Puis il peut prendre 100% incluant la portion de l'employé qu'il a personnellement. Exact. D'où la raison pourquoi il peut pas prendre en plus l'avantage imposable. Ça ferait comme une surdéduction et exact. serait très avantagé. Oui. OK. Ben écoute, je crois que moi, j'ai pas de questions relativement par rapport à ça. Mais par contre, j'ai pas de questions générales, mais j'en ai une pour toi, une petite colle. Vas-y. Ce qu'on voit souvent en pratique. La personne vient de voir. Moi, j'ai 2 autos. Ouh. Je prends ma Civic 92 ma Civic 92, c'est celle que je détiens personnellement. C'est avec elle que je vais faire mon épicerie, que j'amène les enfants au soccer, au hockey, avec mon épouse, etc. C'est là qu'on utilise pour la famille. Puis, mon... comment tu disais, là, Sequoia, whatever. Toyota Sequoia. C'est ça, Toyota Sequoia, etc. De l'année. Ouais. Ma Ferrari est dans l'entreprise. Celle-là, je l'utilise 100% à faire. J'ai 2 chars. Fait que c'est facile. J'ai juste à dire que j'ai 2 chars, puis qu'il y en a un qui est utilisé perso, puis l'autre qui est utilisé à faire, puis merci, bonsoir. Fait que t'as juste à le dire. Ben oui. C'est clair. L'autre, il est à mon nom perso, puis l'autre, il est dans le business. T'as un registre pour prouver tout ça, on s'entend, là. Ah oui, mon registre, il est 100% à faire. L'autre, il est perso, fait que j'ai pas de registre. T'as pas besoin de registre. Puis, fait que j'ai un registre que c'est uniquement pour affaires. Il est dans compagnie. Ça va être une Ferrari. Je l'ai lettré. Ouais. J'ai mis un F. Écoute, mascara diamant. Tu vas lui faire perdre de la valeur à ta Ferrari. Qu'est-ce que tu fais? Hey! I've got too much money. OK, c'est correct. Fait que c'est ça. Fait que c'est purement là, pour affaires. Puis j'ai 2 chars. Je répète, j'ai 2 autos. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'il écoute? Je suis béton, là. Tu l'amènes jamais à la maison une fois de temps en temps? Elle est toujours utilisée dans la société. Tu l'amènes. Ça t'arrive jamais de rentrer chez toi? De la société à chez toi? Dans ce cas-là, c'est avec ma Civic que je me suis rendu au travail. Oh! Puis du travail, après ça, j'ai utilisé ma Ferrari. Je suis revenu au travail avec, fait mes affaires, parce que j'ai repris ma Civic pour venir chez nous. Puis est-ce que tu as accès quand même aux clés du véhicule le soir? Oui. Oui. Ben, si je retourne au bureau, oui. Non, mais je veux dire, si tu retournes au bureau, mais malgré tout, tu y as accès, là. C'est pas hors de ta portée d'y avoir accès. Ben, il faut que je retourne au bureau. Ouais, il faut que tu retournes au bureau, mais t'es capable d'avoir accès aux clés. Fait que normalement, il y a un droit d'usage qui est calculé. Oui, mais je l'utilise pas personnellement. Si tu réussis à le prouver, puis là, c'est excessivement dur à prouver, parce que la première question Regardons la portion employé.
pour les calculs d'avantages puis le droit d'usage. Il faut que tu réussisses à prouver que tu n'as jamais utilisé la Ferrari pour des raisons autres que pour l'emploi. Mais juste dire que j'ai une deuxième auto personnelle, ça fonctionne pas? Non. Il faut vraiment que tu identifies chacun de tes déplacements. Où est-ce que tu as été? Puis, être capable de prouver, ensuite, je me suis déplacé à endroit Y. À cet endroit-là, j'ai rencontré quelqu'un pour affaires et non un ami ou un contact d'affaires, mais dans un contexte plus social. Ça ne marchera pas. Plus social, dans un contexte uniquement social, je devrais dire, ça ne fonctionnera pas. Puis en plus, croyez-moi, ça attire les attentions des vérificateurs. Là. Ils voient ce genre d'éléments-là, c'est sûr et certain qu'ils vont poser plus de questions. Je veux dire, c'est normal parce que c'est pas... Puis là, on pourrait rentrer plus de ce côté de la compagnie. Est-ce que c'est une décision d'affaires sensée en tant qu'entrepreneur de faire ça? Est-ce que ces dépenses-là ont été encourues dans l'objectif de gagner un revenu, Réginald? Est-ce que tu achètes une Ferrari pour gagner du revenu? L'image. Tout le monde sait que, Ferrari, ça augmente tes ventes de 30%. Mais je comprends ton point, Jay, dans le fond. Puis, tu sais, je pousse ici, puis c'est quelque chose qu'on voit en pratique. Puis c'est vraiment une simulation de conversation que j'ai eu similaire avec des entrepreneurs. Parce qu'ils disaient, oui, mais j'ai 2 autos, puis ils martelaient, j'ai 2 autos, mon chum, il fait ça, nanana. Tous mes amis font ça. On s'en contrefout que t'aies 2 chars. Sérieusement, on s'en contrefout. 2 chars, c'est pas une raison pour dire. Surtout quand t'as le beau char de l'année qui est dans le business. Exact. Puis l'autre qui est vraiment tout pété que t'as personnellement. Les vérificateurs sont pas caves. Non, puis c'est peu probable aussi. Ils vont dire, viens pas me faire croire que tes outils pis le kit, puis quand t'es tout sale, puis nanana, tu utilises le pick-up de l'année. Hein, je me connais pas en auto, toi tu le sais, là, mais je sais qu'il y a déjà des gars qui m'ont dit, tout dépendant de la marque de ton pick-up, puis je veux pas entrer dans les marques de pick-up, il y en a qui sont pour foreman, puis il y en a qui sont pour travailler. Fait que là, c'est à savoir c'est lesquels sont pourquoi. Dans les commentaires, vous me direz quels pick-up sont pour travailler, quels pick-up sont pour l'image. Donc, c'est pas vrai que si t'as deux camionnettes, quoi que ce soit, que celle qui est la plus belle, qui est la plus récente, qui vaut le plus cher, celle-là, je l'ai mis dans ma business, celle que j'utilise pour faire des transports de marchandises, puis m'a tout pété, puis tout le kit, celle que j'utilise ma famille. Ça marche pas, je dis ça. Faut que tu sois en mesure de le prouver. Ouais. Puis maintenant, que ça soit avec les images qu'on peut voir sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur le site de l'entreprise, quand on regarde le registre de déplacement, tu l'as jamais ramené chez vous. T'as jamais... je le répète, les auditeurs ne sont pas cons. Oui. Une des pires erreurs que vous pouvez faire, c'est penser que l'auditeur est un épais, puis de le traiter en épais. Exact. C'est sûr que ça va mal aller ton audit. Plus particulièrement pour les voitures de... ne soyez pas bêtes avec les vérificateurs, s'il vous plaît. Là. Vous avez envie d'être bête, je vous comprends. Ne le soyez pas pareil. Puis tu sais, comme je te disais, oui, il y a le côté avantage imposable qui peut peut-être être mitigé dans le cas d'une voiture de luxe. Mais le côté déduction pour la société, est-ce que la dépense a été engagée pour faire l'affaire? Pour moi, c'est une question essentielle là, dans le cas d'une voiture de luxe. Puis il faut le prouver. Il faut être capable de le prouver dans un contexte similaire qu'on peut le faire. Je sais comment je vais le prouver. Vas-y. Moi, j'ai une collection d'autos de luxe. Je suis un millionnaire. J'ai une collection de Ferrari et je la monte constamment. Donc, comme ça, j'utilise mes autos à des fins d'affaires. Fait que comme ça, mes autos, je les passe toutes dans la même business. C'est une collection d'automobiles. Ouais. C'est ça, là. Donc, de temps en temps, oui, j'ai accès aux clés avant que tu me poses la question. Ils sont dans un boîtier, dans un entrepôt, dans un garage où je les ai tous. Et l'été, on est au Québec, fait que c'est sûr que les routes, c'est pas plaisant, là, mais... de temps en temps, je les sors l'été lorsqu'il y a des shows, puis etc., pour justement mon image, pour montrer que mon entreprise fait de l'argent. Quand je vais voir des clients importants, j'amène l'automobile pour qu'ils sachent que, hey, ils sont pas avec un tout nu dans la rue, ils sont avec quelqu'un de big shot. Ouais. C'est clairement essentiel dans mon image. J'aime pas que... écoute, déjà là, dans le plan argumentaire que tu viens de me présenter, là, ce que je te dirais, c'est ton image à toi, c'est pas l'image de la business. La business, c'est moi. Non. Je suis un influenceur. Non. non, sérieusement, il faut... Écoute, on pourrait en parler longtemps, puis je pense que je vais le garder là, mais il faut faire une distinction entre la personne puis l'entreprise. L'entreprise, c'est un système. Une société, c'est une feuille de papier. Oubliez pas, il faut qu'il y ait un système en arrière pour justifier une entreprise. Je ne vais pas m'éterniser sur la question. On fera un autre podcast sur ça un jour. Mais il faut que tu sois capable de rattacher ta Ferrari au fait que la société fasse des revenus. Ma collection de Ferrari. Ta collection de Ferrari au fait que la société fasse des revenus. Tes arguments sont peut-être bons. Est-ce que ça tiendrait devant un juge? Est-ce que tu as envie de te rendre devant un juge? J'ai une collection de Ferrari, je peux aller devant un juge. Écoute, tu peux aller devant un juge si tu veux, si ça te tente, mais je te dirais,
de manière raisonnable, ça attire les attentions des autorités fiscales, c'est sûr et certain. Ils rentrent dans une vérification, puis ils voient Ferrari, Lamborghini, une autre Ferrari, une Bentley, ce que tu veux, ça attire l'attention. Ils auront tendance à essayer de refuser la dépense. Ils auront tendance à essayer de prouver certains déplacements qui sont faits pour fin personnelle parce que ça semble déraisonnable de prime abord. Là. Je savais aussi que mon exemple était caricatural et ne vise personne. OK. Fait que dans le fond... Mais comme tu dis, il y en a beaucoup. Là. Les voitures plaquées F, les Ferrari, on en voit énormément. Fait que c'est pas... Fait que juste plaqué F, ça veut rien dire. Non. Personnellement, à chaque fois que je vois une auto de luxe plaquée F, je me dis, je sais pas, je regarde, je pense à l'avantage imposable de dire, hey, toi, tu l'as sûrement acheté, les autos de luxe, tu l'as sûrement acheté, 24% fois ton coût, puis souvent le monde, non, je paye pas, je suis non, c'est parce que tu réalises pas sur ton T4. Je pense que parce que tu es rendu à 200 000, 200, 240 000, le monde voit pas, tu sais, c'est plate à dire, là, mais le monde voit pas tellement de différence. Mais les avantages imposables, des fois, qui sont calculés, sont énormes. Là, je pensais à un des clients une fois, je pense qu'à l'époque, quand on travaillait même ensemble, puis je t'avais appelé parce que je n'étais pas fiscaliste à l'époque, puis je t'ai dit, ça n'a plus d'allure. Fais-moi, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? C'était que plus que 50 000 par année qui était acheté sur le T4 du client. Ça avait plus de sens. La grande question, on passe au prochain sujet. Avec ce que tu viens de nous dire là, les limites, etc. Puis je tiens à dire que pour un travailleur autonome, ce sont les mêmes limites s'il achète un véhicule ou s'il loue un véhicule. Oui. Même les chose limites pour de dépenses sont pareilles, mais il n'y a pas d'avantage. D'ailleurs, non, parce que tu es travailleur autonome. On l'a dit dans le truc de travailleur autonome tantôt. Si vous êtes travailleur autonome, vous avez un véhicule, vous ne pouvez pas passer un nombre de sous par kilométrage. Là. Non, il faut calculer les dépenses réelles. Puis je le vois souvent en passant en pratique. Travailleur autonome qui essaie de faire. C'est pour ça que je le dis. Louer ou acheter? Telle est la question. Question de l'heure. Dans la compagnie ou perso? Est-ce que ça change quoi? Ben oui. Dans la société, on dit plus compagnie depuis plusieurs années. Excuse-moi. Dans la société ou perso? Ça trahit l'âge, encore une fois. OK. Premièrement, pour ce qui est loué ou acheté, les véhicules neufs de prime abord, là, les locations dans les taux de location actuels font en sorte que l'avantage imposable calculé pour l'employé, dans un contexte où c'est la société qui détient le véhicule, pour les véhicules neufs, normalement, l'avantage imposable calculé va être moins cher. OK. Parce que, à cause du fait que les frais de location, quand on refait les formules, normalement, il y a moins d'avantages imposables ajoutés. Fait que, souvent, on penche beaucoup plus vers la location dans une société quand les véhicules sont neufs ou qui ont une grande valeur. Parce qu'on veut favoriser l'employé. Parce qu'on veut favoriser l'employé, donc limiter l'avantage imposable. Pour l'employeur, c'est plus avantageux louer ou acheter? Pour l'employeur, il faut faire des calculs. C'est vraiment du cas par cas. Ça devient excessivement compliqué pour l'employeur à ce moment-là pour voir. On disait tantôt, les frais de location sont limités quand c'est une location. Tandis que quand tu achètes un véhicule, c'est le coût d'achat qui est limité. Fait que ce genre d'élément-là. Mais pour ce genre d'analyse-là, honnêtement, faites une analyse spécifique à votre cas. Il y a des sociétés où il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Notamment, puis on en a parlé au dernier épisode, on va en reparler, dans le domaine de l'automobile, je pense que c'est incontournable. Autotrack le fait. Donc, si vous êtes client d'Autotrack, ils font l'analyse. Ils peuvent vous déterminer si ça vaut la peine de louer ou acheter le véhicule, personnel, société, ce genre d'éléments-là. Ils vont même prendre en considération, ils vont plus loin que juste ces genres de questions-là. Ils vont prendre en considération l'impact que ça va avoir sur vos revenus. Est-ce que ça va changer est-ce que ça va changer vos braquettes d'imposition? Est-ce que vous avez perdu droit à certains crédits? Donc, ils vont loin dans leur analyse, puis ça vaut la peine de le faire là, si vous êtes dans une situation comme ça. Fait qu'ils optimisent. Oui. Alors, permet de faire le calcul parce que louer ou acheter, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est compliqué? Puis c'est la question qu'on a souvent. Ouais. Hey Reggie, j'ai lu cette semaine passée. Quelqu'un qui m'a appelé. Hey Reggie, tu questionnes de flair. Là, j'ai le choix d'acheter un camion 50 000 ou je le loue pendant ça. Puis là, ça me coûte tant. C'est un crédit bail avec tant d'intérêt. Puis lequel est le mieux? Je sais pas. Ça dépend. Effectivement. Ton pourcentage d'utilisation. Est-ce que tu vas l'utiliser personnel? Est-ce qu'il va être tout le temps parqué chez vous? Est-ce que c'est dans ta compagnie? Est-ce que tu l'as perso? Est-ce que tu as envie de garder un registre? Est-ce que tu as envie de garder un registre? En fait, tu n'as pas vraiment le choix. Tu n'as pas vraiment le choix du registre, mais la question, c'est que s'il est perso, si tu ne gardes pas de registre, au moins, tu n'as pas d'avantage imposable. Tu n'as pas de déduction, mais tu n'as pas d'avantage imposable. Tu penses que c'est une allocation? Ou... Excuse-moi, ouais. Mais s'il y a une allocation, il faut quand même que j'ai un registre. S'il y a une allocation, il faut que tu aies un registre. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu ne tiens pas le registre et que tu ne veux pas recevoir d'allocation, au moins, là, il n'y a pas d'avantage imposable en plus à ajouter sur ton mais là, c'est le pire parce que tu ne peux pas prendre des dépenses, tu ne peux rien faire. Tu peux juste utiliser l'auto... Perso.
Oui, sauf que tu peux pas déduire les dépenses. T'as raison. Puis t'as pas d'allocation. Ouais. C'est pas... Mais il faut que tu te sortes un salaire pour payer ton char. t'as tout à fait raison. C'est pas une bonne... Ça dépend du pourcentage d'utilisation. Bref, on pourrait en parler. Non, ben, je trouve ça intéressant. Quand est-ce que tu peux Mais le voir pourcentage que ça peut être... si ton pourcentage d'utilisation est vraiment faible, pense à un pourcentage. Tu veux acheter une voiture. Puis parlons de l'acquisition, là, on va aller à la location, on regardera la location, mais tu veux acheter une voiture. Tantôt, on a fait la démonstration. Tu pourrais avoir un avantage imposable qui dépasse le coût du véhicule sur ton T4 avec le temps. Donc, tu vas sortir ultimement où tu vas payer plus d'impôts que si tu t'étais sorti le même montant pour acheter l'automobile. OK, mais rendu là, tu peux aussi juste l'acheter perso, puis faire ton registre, puis prendre les dépenses. Oui, ça c'est mieux, on s'entend. Mais c'est juste que si un client, tu sais clairement qu'il ne veut pas faire de registre, puis que ça ne fonctionnera jamais ses affaires, qu'il ne serait pas capable de prouver son pourcentage de déplacement. Ben, ce type de client-là, d'habitude, veut sauver de l'argent. Fait qu'à un moment donné, c'est de te faire comprendre. T'en sauveras pas d'argent si tu fais pas ton registre. Je sais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est que, c'est ça. Ça demande, il faut avoir la discipline quand vous l'achetez dans la compagnie. Dans tous les cas, il faut de la discipline que si vous voulez déduire les éléments. Ouais. Puis pour finir avec mon exemple, c'est ça, c'est extrêmement compliqué parce que ça dépend de ton pourcentage d'utilisation, ça dépend de quand est-ce que ça va être disponible, ça dépend si c'est dans la Inc ou perso, ça dépend c'est quoi ton niveau d'imposition personnelle. Ouais. Es-tu déjà à 250 000, fait que t'as un taux de 53%, ou tu fais 20 000 $ puis t'as un taux de 15%, même pas. Ça dépend de ça va être quoi les frais de fonctionnement annuel. Ça va dépendre du coût, tu l'achètes-tu usagé ou neuf. Ça va dépendre le coût d'assurance. As-tu eu 28 accidents puis ton assurance est extrêmement chère? T'es-tu quelqu'un qui a toujours d'étiquettes, tes immatriculations sont hyper chères? Fait que quelqu'un qui va pogner des contraventions que tu peux pas déduire. Il y a tellement d'éléments. Juste là, on a fait pour à peu près 2 et 3 heures de podcast sur les automobiles, puis on a été rapide, puis on a été en surface. Ouais. Quand on rentre dans les détails de calcul, c'est très compliqué faire ces calculs-là. Personnellement, ce que moi j'aime, ce que j'ai puis encore là, quand on va dans les autos de luxe, ça fonctionne pas ce que je veux dire. Ouais. Ce que moi j'aime suggérer à mes clients qui ont des autos plus raisonnables, je les achète la perso, prends-toi une allocation. Pourquoi? Une allocation raisonnable. Pourquoi? Ben, tout ce que tu as à faire, c'est tenir un registre. Tu te prends un registre, tu suis ton kilométrage et tu as ça une allocation libre d'impôt. Fait que si tu veux calculer avant impôt, il faudrait que tu divises par ton taux d'impôt pour voir vraiment ce que tu as réussi à obtenir. Fait que tu as ça une allocation libre d'impôt. C'est déductible pour la société vu qu'elle te paye. Ouais. Fait que tu es dans un win-win situation. Tu as un montant libre d'impôt puis tu as une déduction pour ta société. Tu as juste un registre à faire. Tu n'as pas à te faire suer. Je vais dire un autre mot. Tu n'as pas à te faire suer avec les factures puis toute la pataclan. Tu as juste le registre à faire. Fait que quelqu'un, comme on disait tantôt, qui est tu sais qu'il n'y aura pas de discipline, tu sais que ça va être un chiant, il va pas garder ses reçus, il va pas garder les reçus. Le relevé de carte de crédit, généralement, c'est difficile à passer. Ben, au moins là, fais juste faire ton registre. Et oui, je reviens. AutoTrack n'est pas qu'un registre de déplacement. Ça peut aussi t'aider à optimiser, savoir louer ou acheter. Si tu as une flotte de véhicules, ça peut t'aider à tout optimiser. Fait que oui, c'est quelque chose que je recommanderais. Mais il n'y a pas juste AutoTrack. Tu as aussi, si tu es avec QuickBooks, QuickBooks offre aussi juste un registre de déplacement. Exact. Mais au moins, tu sais, là, c'est avec le cellulaire, tu as tout tu sais, ton cell, il faut que tu t'assures qu'il soit tout le temps branché, etc. Ouais. Des fois, tu as des limites de temps, tu le quittes. C'est les deux que je connais. Ouais. AutoTrack et QuickBooks. Mais AutoTrack, je dois avouer qu'il y en a un petit peu plus parce que tu peux les appeler si tu as des conseils. Ils peuvent même te défendre devant les administrations fiscales. Tu as un amalgame de produits, puis je sais qu'ils travaillent sur d'autres produits, puis ça soit encore plus intégré, encore plus artificiellement intelligent, je veux dire ça comme ça, si je peux me permettre, étant donné que je sais pas tout ce que je peux dire, mais tout ça pour dire que définitivement, si surtout j'étais dans construction ou quoi que ce soit, c'est définitivement des types d'entreprises que je consulterais au moins. Fait qu'on a fait louer acheter. As-tu des planifications? Excuse-moi, je suis parti loin. As-tu des planifications que tu penses que tu pourrais suggérer des fois aux gens? Il y en a une qui est quand même intéressante. Comme je vous disais tantôt, acheter un véhicule, c'est normalement quand même désavantageux par rapport à la location. Fait que ce qu'on voit, puis l'Agence du revenu du Canada a émis une interprétation technique comme quoi elle disait que ça fonctionnait il y a quelques années. Faudrait voir si c'est toujours valable sur la nouvelle RGE, mais bref. Imaginez-vous une société qui veut acheter un véhicule, mais il voudrait limiter l'avantage imposable à l'employé.
Ben, si dans le groupe de société, j'ai une société de gestion qui peut acheter le véhicule, puis qu'ensuite le véhicule est reloué à la société pour laquelle l'employé travaille, puis ensuite l'employé peut calculer son avantage imposable de là, mais à ce moment-là, l'avantage imposable pourrait normalement être plus bas, considérant que le calcul de l'avantage imposable sur les frais de location donne souvent un résultat plus bas que le 24% là, fois le coût du véhicule qu'on parlait tantôt. Est-ce que tu me permets de reformuler? Vas-y. Fait que j'ai Jerry qui détient Gestion Jerry, qui détient Opco. Ouais. Opco a des employés, etc. On parle d'une auto que, tu sais, on s'entend qu'il faut que Jerry utilise l'auto, que Opco fournisse l'auto à Jerry en tant qu'employé. Exact. Toujours, OK? Fait que ça, c'est super important. Fait que là, Gestion achète l'auto. Oui. La loue contre un revenu à Opco. Oui. Et Opco la rend disponible à Jerry. Exact. Fait que t'as la propriété du véhicule. Ouais. Étant donné que qu'elle est louée à Opco, Opco, elle paie des frais de location et Jerry, son avantage imposable va être sur les frais de location. Exact. Évidemment, Gestion doit s'imposer sur le revenu de location qu'elle obtient de Opco. Oui. Et fait que ça fait en sorte que, vu que l'avantage est imposable, généralement, les frais de location sont un petit peu plus déductibles et l'avantage est un peu plus moindre quand c'est une location que l'achat, parfois, parce qu'il faut vraiment faire tous les calculs. Eh bien, dans ce cas-là, ça te permet d'avoir la propriété du véhicule tout en ayant les avantages de la location. Exact. Il faut s'assurer, dans le cas d'Opco, que ça ne soit pas considéré comme une automobile, comme on disait tantôt, pour prendre les déductions totales. Il y a quand même beaucoup de nuances autour de ça. OK, il ne faut pas que ça soit... Si c'est une automobile, le montant des sommes pour remboursement que je vais pouvoir prendre va être sur 38 000 $ dans GESCO. OK, Kiki. Fait que si tu n'as pas... OK. Fait que il va falloir faire en sorte que le véhicule soit utilisé principalement pour des fins de location. S'assurer de rentrer dans certains critères pour que la planète fonctionne. Ça fonctionne si l'actionnaire, dans ce cas-ci Jerry, tient vraiment à acheter l'auto, parce qu'on s'entend qu'il pourrait la louer au concessionnaire. Ouais, parce que je la louer, ça serait bien plus simple. Exactement, mais c'est que si jamais il y a accès à des conditions de financement plus faciles ou que peu importe, là, il trouve que le taux d'intérêt ou que le taux d'intérêt est tellement élevé. Mais ça le cache, tu peux peut-être faire le rendement à la place sur des marchés financiers à la place tu es capable d'absorber la dépense d'intérêt. Bref, un million de critères, mais si vraiment le client ou l'individu veut vraiment acheter la voiture, ce genre de planification-là pourrait être regardé si. Mais l'autre élément aussi super important, la location que Gestion fait à Opco, ça doit être... tu peux pas louer ça une pièce. Non, c'est la juste valeur marchande. Parce que qu'est-ce qui arrive si tu loues ça à un montant déraisonnable? Tes frais ne seront pas déductibles pour Gestion. Exact. Tes dépenses ne seront pas déductibles. Ouais. Fait que il y a beaucoup... Avant d'appliquer cette planification-là, définitivement consulter un fiscaliste. Un, savoir si elle est toujours valide, parce que ça date d'il y a quelques années. Ouais. Et deux, ce n'est pas du tout la même planification que celle qu'on voyait, que j'avais entendu sur les réseaux sociaux, où ce que la personne disait qu'elle louait l'auto et qu'après ça, le contribuable utilisait l'auto. Comme c'était une planification qui ressemblait à ça, qu'une auto, la société achetait, l'autre, il louait après. Ouais. Et l'autre payait la location, ce qui permettait de payer le char, puis que l'actionnaire l'utilisait gratuitement. Gratuitement, là, c'était ça, là. Puis j'étais comme... Puis ça, déjà en partant, l'influenceur qui parlait de ça, c'était un gars des États-Unis. Fait que c'est pas les mêmes règles aux States qu'au Canada. Ne faites pas cette planification-là comme ça. Non. Si, comme on le dit, Jerry, quand il utilise l'auto, il a un avantage imposable et il doit s'imposer dessus. C'est super important. Ah, définitivement. Là. Puis soyez pas trop créatif ou exotique par rapport au planif. Là, comme tu dis, la juste valeur marchande doit être utilisée pour les frais de location entre la société qui détient l'automobile et la société qui... Au risque de voir ses dépenses non déductibles dans gestion. Ouais, au pire. Puis là, je vous dirais, avant de vous lancer dans une planif comme ça, pensez aux frais qui vont être engagés dans l'objectif de faire ces calculs-là. Fait que, ça paraît beau, ça paraît bien, là, mais il y a des frais, il y a un contrat de location entre les deux, il y a des avocats qui vont être impliqués dans la transaction. Si c'est pour sauver quelques centaines de dollars, ça vaut peut-être pas la peine. Je reviens à ce que moi j'aime. Je reviens à ce que moi j'aime, la simplicité. Toujours la simplicité. Ouais. Tu prends ton auto, tu as une allocation non imposable, déductible pour la société. Mais je trouve qu'en fiscalité, en général, la simplicité est sous-estimée. Ah, ça m'énerve, je vois des fiscalistes qui font des planifications des fois. Là, déjà, quand un fiscaliste vient me voir, ma planification, les 45 étapes. WTF. Comment tu peux te rendre à 45 étapes? Clairement, là, c'est pas normal si t'as 45 étapes, à moins que tu aies disposé de 20 sociétés. Oublions les groupes de sociétés où est-ce qu'il y a 30 sociétés, ce genre d'éléments-là. Mais dans les groupes simples, là, oui. Je sais. Regarde ça simple. Keep it simple, stupid. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis pas assez intelligent pour avoir ces grosses planifications.
C'est peut-être l'opposé, tu sais. Comment? C'est peut-être l'opposé, tu sais. Ouais, on peut le voir comme ça. Quand tu fais 3 étapes pour te rendre à la même étape, ben... En une, là, oui. Ça, c'est quelque chose qui me fait rire à l'école. Des fois, les étudiants, dans leurs travaux, ils m'amènent là, des planifications. Là. Puis là, on a fait ça de même, on a fait ça de même, on fait ça de même. Puis là, des fois, j'aime ça un peu taquiner. Oui, mais tes 3 étapes-là, ouais. T'aurais pu faire celle-là, puis t'aurais... Ouais. C'est vrai. C'est bien plus simple en faire juste une plutôt que 3, non? Tu sais, tant qu'à faire un échange suivi d'un transfert, suivi d'une vente. OK, mais pourquoi t'as pas juste fait ta vente directe? Ah ouais, c'est vrai que c'est plus simple. Ça de même. Mais tu sais, en tant que client, j'aimerais mieux payer moins cher avec moins d'étapes. Et je comprends mieux. J'ai énormément de commentaires par rapport à ça, mais ça déborde du cadre du podcast. Fait que... T'es pas d'accord? Ah, je suis vraiment d'accord. OK. Mais c'est juste que j'en ai d'autres, mais bref. Faudrait qu'on fasse des épisodes anecdotes. Qu'on fasse ça à la PC Joli Cœur, là, puis des anecdotes en dedans de 2 minutes. Là. On peut. Oubliez pas, dans tous les cas, pour un véhicule automobile, gardez vos registres, pas essayez, gardez vos registres, ça facilite, ça permet de justifier les vérifications fiscales. Pas de justifier, de supporter les vérifications fiscales. On veut pas les justifier. En fait, ça permet de supporter vos dépenses puis les montants que vous réclamez en général ou l'avantage imposable, peu importe c'est quoi. Fait que si vous voulez bénéficier de ce genre d'avantage-là, parce que oui, c'est un avantage de pouvoir, dans le cas de l'allocation, bénéficier d'une allocation non imposable ou de dépenses déductibles, s'il vous plaît, assurez-vous de garder un registre. Mot de la fin. Merci pour votre attention. C'est le mot de la fin. Merci, Jerry, pour ces analyses-là, puis de nous avoir éclairé sur les automobiles à la disposition de l'employé. Et bien, sur ce, et merci à vous pour votre attention, et à la prochaine fois. Merci. Merci.